On parle des nuisances liées au bruit dans ce débat avec mes invités. Laurent Drouin, bonjour. Vous êtes le directeur du CIDB, le Centre d'information sur le bruit. Et Fanny Mietliki, bonjour. La directrice de Bruit Paris. C'est quoi Bruit Paris ? Bruit Paris, c'est l'Observatoire du bruit en Île-de-France. Donc on a un centre technique en fait qui fait de la mesure des nuisances sonores sur le territoire régional. On accompagne les collectivités locales aussi pour mettre en place des plans d'action contre le bruit. Et puis on fait de la sensibilisation, de l'information générale sur ces thématiques-là. C'est essentiellement le bruit, j'allais dire extérieur, c'est-à-dire sur la route, ou c'est vraiment toute nuisance sonore ? On traite du bruit environnemental, c'est finalement toutes les sources de bruit qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc évidemment, il y a les bruits des transports qui sont quand même assez prédominantes, mais il y a aussi les bruits de chantier, les bruits plus liés à la vie locale, et, par exemple dans les quartiers animés, dans Paris, tout ce qui est problématique plus de vie nocturne et nuisances associées. Donc en fait, il y a beaucoup de sources de bruit qu'on intègre dans nos évaluations. Ouais, je vous posais la question parce qu'ici à Bismart, on a un gros chantier dans l'immeuble d'à côté depuis des mois, ça va encore durer des mois. Donc la nuisance, est-ce que ça provoque d'avoir un bruit important comme ça quotidien ? Bravo aux équipes qui subissent ça, c'est pas facile. Moi, je suis plutôt en préparation d'émissions à l'extérieur, je le vis moins, mais je sais à quel point c'est difficile. Le coût social du bruit en France, justement, 147 milliards d'euros, c'est l'ADEME et le Conseil national du bruit qui est arrivé à ce résultat. Comment il est calculé ce chiffre ? En fait, on essaye d'estimer tout ce que représente en fait le bruit comme externalité négative pour la société. Donc, on va traiter des impacts sanitaires du bruit, donc les conséquences directes sur la santé des populations, que ce soit en termes de gêne, de troubles du sommeil, de risques cardiovasculaires accrus, de perte de difficultés d'apprentissage pour les enfants, par exemple à l'école, ou également de perte de production. Alors après, voilà, donc ça c'est tout ce qu'on concerne les impacts sanitaires. Puis on va aussi travailler sur les conséquences directes économiques du bruit. C'est par exemple les pertes de productivité au travail. Quelqu'un qui dort mal parce qu'il a mal dormi, parce qu'il a eu du bruit chez lui, au travail il va être moins productif. Et ça on essaye de le quantifier. Et il y a également tout ce qui est dépréciation immobilière des logements. Donc en fait c'est tous ces aspects qui ont été estimés dans le rapport produit par l'ADEME et le Conseil national du bruit, à partir de données qui sont soit des données précises sur les expositions au bruit des transports, parce qu'on a des cartes de bruit qui existent maintenant dans toutes les agglomérations et le long des grandes infrastructures de transport. Donc on sait dire à quel niveau les gens sont théoriquement exposés en façade de leur logement. Donc ça c'est pour la partie transport. Et puis sur les autres sources de bruit, le bruit au travail ou le bruit à l'école, où là on a moins de données. Donc c'est surtout à partir d'enquêtes qu'on a pu faire ces évaluations. Laurent Drouin, ce rapport, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ce rapport ? Ce qui me marque, c'est l'ampleur du coût social du bruit. Au-delà du chiffre, c'est quand même un montant qui est extrêmement élevé et qu'il faut surtout, à la limite, c'est l'ordre de grandeur qui est important. Il faut le comparer, par exemple, avec le coût de la pollution atmosphérique, qui est légèrement inférieur et dont on parle beaucoup plus. Et la deuxième chose qui est importante, dont on a peu parlé, c'est la deuxième partie du rapport qui porte sur les coûts-bénéfices. C'est-à-dire, si on se projette un petit peu, c'est en gros, cette partie de l'étude montre que le coût de ne rien faire est largement supérieur au coût de faire pas grand-chose. Je prends juste un exemple. Sur le bruit à l'école. Juste cet exemple-là, le rapport coût-bénéfice est de 1 à 10, 1 pour 10. C'est-à-dire que les coûts de ne rien faire pour les écoles qui sont bruyantes, où les enfants ont du mal à l'apprentissage, les professeurs sont fatigués, etc. Donc c'est un coût social sur le long terme qui est important. Et le coût, si on traitait acoustiquement correctement ces écoles, admettons on met 1 million pour traiter les écoles, le bénéfice serait donc de 10 millions sur le long terme. Et le 1 million en plus c'est du one shot, c'est une seule fois, le 10 millions c'est tous les ans. Donc cette étude montre que sur d'autres domaines, par exemple la réduction des vitesses, le traitement des bruits de chantier, il y a des rapports coût-bénéfice, enfin bénéfice sur coût, pardon, qui sont extraordinaires. Et c'est vraiment là, il y a un levier
d'investir. D'ailleurs, les prochaines assises nationales de l'environnement sonore que nous organisons en septembre, la thématique générale, c'est investissons dans l'environnement sonore parce qu'il y a vraiment des moyens d'éviter des coûts inutiles. C'est vraiment intéressant. Cette enquête du Centre d'information sur le bruit de juillet 2020, avec ce chiffre, 57% des Français s'estiment aujourd'hui plus sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'auparavant. Alors, juillet 2020, on est à la sortie du premier confinement. Laurent Drouin, c'est vrai que les urbains n'avaient jamais connu ou entendu leur ville aussi calme. Vous pensez que ça a modifié notre perception durablement? Parce que depuis, on est reparti dans la frénésie quand même. Ouais, c'est un petit peu tôt encore pour savoir si c'est pérenne, mais ça a modifié de manière très claire la perception de l'environnement sonore, au moins de la part des urbains. La perception de l'environnement sonore, elle a toujours été modifiée au fil du temps. Il y a très longtemps, l'environnement sonore, c'était le danger. Donc les gens étaient à l'écoute du danger. Après, révolution industrielle, on va dire que l'environnement sonore était considéré un peu comme la rançon du progrès. Il y avait une fatalité. Et puis, depuis les années 80-90, il y a une demande sociale forte en Europe et en France en particulier, qui a généré des réglementations, des savoir-faire, des produits, des matériaux, des expertises. Et il y a un cercle vertueux qui fait que les choses avancent. Et il y a vraiment une prise de conscience forte. Et là, le premier confinement, on a choisi de faire une enquête au niveau national dans ce qu'on a appelé le déconfinement, donc cette période dont vous parlez, qui a montré que 57% des gens, surtout les urbains, avaient modifié leur perception de l'environnement sonore. Pas forcément positif, hein. Il y a des gens qui ont découvert le calme, ils ont découvert qu'il y avait des petits oiseaux, etc. Vous l'avez tous vécu. Il y a des gens aussi qui ont découvert qu'ils avaient des voisins et que leurs voisins avaient des enfants et que c'était compliqué, le télétravail notamment. Donc ça a changé la donne. Et cette étude montre aussi que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient acteurs de leur environnement sonore, que ce n'était pas forcément toujours les pouvoirs publics ou aux autres de faire quelque chose, mais qu'eux-mêmes pouvaient agir en modifiant leur mode de vie, en déménageant, on l'a vu, l'exode rural aussi, etc. Ouais. Alors je voudrais qu'on en vienne, Fanny Metliki, sur cette expérimentation qui a lieu depuis un mois, c'est ça à peu près, à Paris, alors de plutôt 3 mois, sur les transports et les routes, ça consiste en quoi? Alors, c'est l'expérimentation de radar sonore dont vous voulez parler, je pense. Donc, en fait, ça, c'est une expérimentation qui a été lancée à la suite de la loi d'orientation des mobilités, qui a introduit la possibilité d'expérimenter le contrôle automatique des émissions sonores des véhicules, parce que jusqu'à présent, en fait, seules les forces de l'ordre peuvent intercepter des véhicules qui seraient trop bruyants, faire des tests sur les véhicules à l'arrêt et dresser une amende, enfin un procès verbal s'il y a lieu. Donc là, c'est des radars, quoi. L'idée, là, c'est d'aller vers des radars automatiques. D'accord. Voilà. Et donc, ces prototypes de radars automatiques, il y en a 3 à l'heure actuelle qui ont été développés par des fabricants. Il y a Bruit Paris, mais il y a aussi ACOM et MicroDB, 2 autres sociétés. Et ils sont en cours de test, donc sur l'année 2022 et probablement aussi 2023, au sein de 7 villes en France, dont Paris. Il y en a 4 en Ile-de-France et Paris, où il y a 2 sites d'expérimentation, en fait, sur Paris. Et donc le but, c'est de voir si déjà les technologies sont efficaces pour bien arriver à identifier dans un flot de véhicules, un flux de véhicules, le véhicule qui serait vraiment trop bruyant. Donc ça, il y a des challenges technologiques derrière. Il faut identifier le véhicule qui fait du bruit, relever sa plaque pour pouvoir le verbaliser. Quoi. Et arriver à distinguer le bruit d'un véhicule particulier au sein d'une masse de perturbations sonores liées à tous les véhicules, voire même des chantiers à proximité. Donc il faut arriver à isoler le bruit du véhicule en cause, identifier sa plaque d'immatriculation et envoyer cela vers les services qui sont en charge après de dresser des contrôles automatiques. Mais ça veut dire que cette phase de test, elle va durer longtemps. Alors à partir de quand il peut y avoir éventuellement des amendes automatiques? On est dans une première phase de test à blanc, c'est-à-dire que les systèmes fonctionnent comme ce qui est visé à cible, en situation cible, mais par contre, il n'y a pas encore de verbalisation. Donc ça va durer jusqu'à fin mai de cette année. Après, il y aura toute une étape qu'on appelle l'étape en fait, d'homologation en métrologie légale des appareils, parce qu'avant de pouvoir dresser une verbalisation, une amende, il faut être sûr que l'appareil est très précis et ne donne pas d'amende à tort. Enfin, ça serait, Donc il faut vraiment évaluer sous toutes les coutures, je dirais, les appareils pour être bien sûr qu'ils répondent au cahier des charges
Donc ça va s'étaler sur la fin de l'année 2022. Et en 2023, on replacera les appareils. Et cette fois-ci, il y aura une phase avec verbalisation. Ouais. Mais c'est plutôt, c'est des radars plutôt anti-moto ou anti-scooter. Oui, l'idée, c'est vraiment de sanctionner. Ça, c'est mon expérience personnelle, mais j'ai plutôt l'impression que ça vient de. C'est vraiment de sanctionner les comportements les plus inciviques. Donc en général, c'est en effet soit des deux roues qui ont été trafiquées, dont le pot d'échappement a été modifié pour des pots non homologués, par exemple, des scooters débridés. Il y a aussi les conduites en sur-régime volontaire, que ce soit avec des deux roues motorisées ou des véhicules particuliers, parce qu'il y a des voitures tunées aussi. Voilà. Donc c'est ces comportements-là qui sont ciblés. Donc c'est une minorité évidemment de conducteurs. On n'est pas dans des radars tiroir-caisse, je dirais. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment c'est vraiment de sanctionner les comportements les plus inciviques et qui posent le plus de problématiques, parce qu'il faut savoir que les deux roues en fait motorisées, c'est la première source de gêne liée au bruit qui est citée par les gens qu'on les interroge en termes de bruit des transports. Ouais. Laurent Dran, vous vouliez intervenir. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Fanny, c'est que les radars, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on agit sur les comportements. Et dans ces dernières années, tout ce qui était bruit de trafic automobile, enfin tout ce qui est bruit de sources mécaniques de transport, c'était vraiment une approche technique de réduction des sources de bruit, de murs anti-bruit, d'asphalte acoustique, etc. Et là, pour la première fois, on agit sur le comportement des conducteurs, que ça va en gestion de leur vitesse ou de gestion de l'entretien de leur véhicule. Et il y a vraiment un axe majeur nouveau sur cette opération. C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte, on a fait déjà des premières études au sein de Bruit Paris, on se rend compte que les comportements inciviques et les pics de bruit intempestifs vraiment très marqués qu'on peut avoir sur un axe routier représentent parfois jusqu'à plus de la moitié en fait, du bruit global provenant de la route sur la journée. Donc en fait, c'est énorme. Ça veut dire que c'est presque l'axe prioritaire sur lequel il faut agir avant même. Alors évidemment, c'est complémentaire au fait de mettre des revêtements acoustiques parce que là, ça va réduire le bruit de roulement. On a d'autres actions, mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre finalement, parce qu'on a beau faire plein d'actions techniques pour essayer d'apaiser la circulation, si on laisse des comportements inciviques, ça vient finalement, c'est dommage parce que voilà, les gens se rendent pas compte finalement des actions qui ont été faites par ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur.